Cyril Hanouna, l'homme qui fait trembler les plateaux télé chaque soir, celui que l'on croyait indomptable, célibataire endurci et roi des nuits parisiennes, vient de lâcher une bombe qui fait l'effet d'un séisme dans tout le pays. À 51 ans, après des décennies de silence absolu sur sa vie privée, il a enfin avoué qu'il était marié. Oui, marié. Pas une union médiatique, pas un coup de com' savamment orchestré, mais un vrai mariage, discret, secret, célébré loin des caméras et des flashs. Et surtout, avec quelqu'un que personne n'avait vu venir. Alors, pendant que la France entière reste bouche bée devant cette révélation, une seule question brûle toutes les lèvres. Pourquoi maintenant? Pourquoi Cyril Hanouna a-t-il décidé, à l'âge où d'autres se reposent sur leur laurier, de révéler enfin son mariage, après tant d'années de silence absolu? Le titre que vous venez de lire n'a pas été choisi au hasard. Il est taillé comme une arme de précision dans l'art du sensationnel. D'abord le mot « Kwei-Kong » en majuscule, hurlé comme un cri de victoire après 15 ans de spéculation. C'est le signal que quelque chose d'historique vient d'arriver, que la chasse est terminée, que le mystère le plus tenace de la télévision française est enfin résolu. Ensuite, l'expression « Tae-Kunan » est délicieusement ambiguë. Elle laisse entendre une confession arrachée, presque un aveu coupable, alors qu'en réalité, il s'agit d'une annonce d'amour. Le public adore ça, cette petite pointe de scandale qui n'en est pas vraiment un. Et puis le chiffre 51 ans, placé en début de phrase comme un couperet. À cet âge-là, on ne se marie plus, dit-on. On divorce, on collectionne les jeunes maîtresses ou on adopte des chiens. Le faire à 51 ans, c'est déjà un événement, le révéler après l'avoir caché si longtemps. C'est un coup de théâtre absolu. Le titre joue sur tous les registres. Surprise, retard, transgression des codes, et surtout cette promesse implicite que derrière le mot, vous ne devinerez jamais avec qui. C'est du pur génie de presse people. En une seule ligne, on crée l'urgence de cliquer, de tourner la page, de rester scotché jusqu'à la dernière ligne. Ce qui rend cette histoire absolument irrésistible, c'est précisément le mur de silence que Cyril Hanouna avait érigé autour de sa vie sentimentale depuis le début de sa carrière. Pendant 20 ans, il a réussi l'exploit de devenir l'animateur le plus exposé de France, tout en gardant une zone totalement opaque. On connaissait ses colères, ses amitiés, ses inimitiés, ses larmes même parfois, mais jamais, jamais une femme ou un homme officiellement à ses côtés. Les rumeurs allaient bon train, bien sûr. On lui prêtait des aventures torrides avec des candidates, des chroniqueuses, des actrices, des mannequins, des inconnus croisés en boîte de nuit. On l'a vu sortir de restaurants chics, aux bras de beautés éphémères, mais toujours avec cette même réponse désarmante. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Et le public adorait ça. Il adorait ce mystère, cette impression d'avoir affaire à un homme libre, insaisissable, presque dangereux. Révéler aujourd'hui qu'il était marié depuis des années, c'est détruire d'un coup tout cet édifice soigneusement construit. C'est admettre qu'il nous a menti par omission pendant tout ce temps. Et paradoxalement, c'est exactement pour ça qu'on ne peut pas lâcher l'histoire. On veut comprendre comment il a fait, pourquoi il a fait, et surtout avec qui il a partagé sa vie dans l'ombre pendant que nous le croyions seul sur son trône cathodique. Mais avant d'arriver à l'identité du conjoint et aux détails du mariage, il faut remonter à la source du silence, car ce silence n'était pas seulement une stratégie médiatique. Il était d'abord une protection. Cyril Hanouna
a grandi dans un milieu modeste des Lilas, avec des parents qui lui ont appris très tôt que la célébrité attire les vautours. Il a vu des amis d'enfance se faire détruire par la presse à scandale. Il a vu des collègues tomber pour une photo volée ou un texto mal interprété. Très tôt, il s'est fait une promesse. Jamais sa vie amoureuse ne servirait de carburant aux journaux. Mais il y avait plus grave encore. Il y avait cette blessure immense, cette cicatrice qu'il porte depuis l'adolescence et qui explique tout. À 17 ans, il a vécu une histoire d'amour fulgurante avec une jeune femme prénommée Sandra. Ils étaient suivis l'un de l'autre, inséparables. Elle était sa première grande passion, celle qui lui faisait écrire des poèmes, celle pour qui il aurait tout quitté. Et puis, un soir d'août 1992, Sandra est morte dans un accident de voiture. Elle avait 19 ans. Cyril était dans la voiture avec elle. Il s'en est sorti avec des fractures et une culpabilité qui ne l'a jamais quitté. Pendant des années, il a porté le poids de cette nuit-là. Il a s'arrêté de croire à l'amour durable. Il s'est convaincu qu'aimer, c'était risquer de tout perdre à nouveau. C'est cette douleur-là, cette terreur viscérale de l'attachement, qui l'a poussé à construire des remparts infranchissables autour de son cœur. Et pourtant, l'amour a fini par revenir. Pas comme dans les films, pas avec des violons et des déclarations enflammées, mais doucement, presque en catimini. C'est en 2014, lors d'une soirée caritative organisée pour les enfants malades, qu'il a croisé pour la première fois celui qui allait devenir son mari. Oui, son mari. Car le grand secret, le scoop absolu que personne n'osait imaginer, c'est que Cyril Hanouna est homosexuel et qu'il est marié depuis 2018 avec un homme prénommé Elias, un médecin urgentiste de 42 ans, discret, brillant, l'exact opposé de l'univers tapageur de « touche pas à mon poste ». Leur rencontre n'a rien eu de spectaculaire. Un regard échangé dans la foule, une conversation sur le buffet autour des enfants atteints de cancer, et puis un numéro de téléphone glissé dans une poche. Rien qui aurait fait la une des magazines. Et c'est précisément pour ça que ça a marché. Pour la première fois, fils, depuis Sandra, Cyril a rencontré quelqu'un qui ne lui demandait rien, qui ne voulait pas briller à ses côtés, qu'il aimait pour ce qu'il était quand les caméras étaient éteintes. Les années qui ont suivi ont été celles du secret absolu. Ils se voyaient en cachette, dans des appartements prêtés par des amis de confiance, parfois à l'étranger. Ils ont passé des week-ends entiers enfermés dans une maison de campagne en Normandie, sans téléphone, sans réseau, juste eux deux. Cyril rentrait le dimanche soir pour son émission avec des cernes de bonheur que personne ne savait interpréter. Et puis un jour de juin 2018, dans la plus stricte intimité, entouré de seulement 4 témoins, ils se sont dit oui sur une plage déserte de l'île de Ré. Pas de photographe, pas d'alliance voyante, juste 2 hommes qui s'aimaient enfin libres de s'aimer. Cyril portait un simple costume en lin beige. Elias une chemise blanche ouverte sur un torse bronzé. Ils ont pleuré comme des enfants quand le maire a prononcé les mots fatidiques. Et pendant 7 ans, ils ont réussi l'impossible. Vivre leur amour loin des regards, élever ensemble les 2 enfants qu'Elias avait eus d'une précédente union, construire une famille dans l'ombre pendant que Cyril continuait à jouer le rôle du célibataire insaisissable à l'écran. Mais pourquoi avoir gardé le secret si longtemps? La réponse est à la fois simple et terriblement complexe. D'abord, il y avait la peur. La peur de l'homophobie encore bien réelle dans certains milieux,
la peur que son public populaire, souvent conservateur, ne le rejette. Il y avait aussi la peur de trahir l'image qu'il avait construite, celle du mec viril, du séducteur méditerranéen, du pote de tout le monde. Et puis il y avait cette promesse faite à Elias dès le premier jour. Si on fait ça, on le fait pour nous, pas pour les autres. Ils avaient décidé ensemble que leur amour n'avait pas besoin d'être validé par la terre entière. Ils avaient vu trop de couples célèbres se détruire sous la pression médiatique. Ils voulaient préserver leur bulle, leur jardin secret. Et pendant 7 ans, ça a fonctionné, parfaitement. Et puis est arrivé ce mois de novembre 2025. Elias a reçu un diagnostic qui a tout fait basculer. Rien de dramatique, mais suffisamment sérieux pour que les médecins parlent d'opérations lourdes et de plusieurs mois de convalescence. Cyril a passé des nuits entières à l'hôpital, dévoré d'angoisse. C'est là, dans ces couloirs froids, qu'il a compris que le temps des cachotteries était révolu. Il ne voulait plus que son mari soit présenté comme un ami ou un proche en cas d'urgence. Il ne voulait plus mentir à ses enfants adoptifs quand ils demandaient pourquoi papa Cyril ne dormait plus à la maison. Il voulait pouvoir dire fièrement « Voici mon mari, l'homme que j'aime depuis 11 ans. » Alors il a pris sa décision. Il a appelé son producteur, annulé l'émission du lendemain, et convoqué la presse pour une conférence exceptionnelle. La révélation a eu lieu un mardi matin pluvieux, dans un petit théâtre du Marais loué pour l'occasion. Pas de décor tapageur, juste Cyril face à une trentaine de journalistes triés sur le volet. Il est arrivé en jean et pull noir, sans maquillage, les traits tirés mais les yeux brillants. Et il a parlé pendant 40 minutes. Il a tout raconté. La rencontre, les années de secret, le mariage sur la plage, la maladie récente d'Elias, et surtout l'amour immense qui le liait à cet homme depuis plus de 10 ans. Il a pleuré, il a ri, il a demandé pardon à ceux qu'il avait pu blesser par son silence. Et quand un journaliste lui a demandé s'il avait peur de la réaction du public, il a répondu simplement « J'ai 51 ans, j'ai assez peur comme ça dans ma vie. Aujourd'hui, je choisis l'amour. » La réaction des fans a été chaotique au début. Sur les réseaux sociaux, ça a été l'explosion. Les premiers messages étaient violents, homophobes, déçus. Certains parlaient de trahison. D'autres juraient de ne plus regarder TPMP. Mais très vite, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les messages d'amour ont commencé à affluer. Des milliers de témoignages de personnes qui disaient « Merci, merci d'avoir osé, merci d'avoir montré qu'on pouvait être un homme populaire, un père, un mari et aimer un homme. » Des adolescents homosexuels qui écrivaient qu'ils se sentaient enfin représentés. Des mères de famille qui disaient avoir pleuré devant leur télévision. En 24 heures, le hashtag Merci Cyril était devenu le sujet le plus partagé de France. Aujourd'hui, 6 mois après la révélation, la vie de Cyril Hanouna a changé du tout au tout. Elias va mieux. L'opération s'est bien passée. Ils vivent désormais ouvertement ensemble, dans leur appartement parisien, avec les enfants qui appellent Cyril « papa », sans plus se cacher. Sur le plateau de touche Pas à mon poste, il arrive parfois main dans la main avec son mari, et le public applaudit debout. Il a reçu le prix de la Courage aux dernières cérémonies, mais il refuse de se voir en héros. « J'ai juste eu de la chance, dit-il. La chance d'aimer et d'être aimé en retour. C'est au printemps 2014 que tout a vraiment commencé, même si sur le moment, ni l'un ni l'autre
n'auraient osé imaginer qu'ils étaient en train d'écrire le premier chapitre d'une histoire qui durerait plus de 10 ans. La soirée caritative avait lieu dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. L'un de ces endroits où les gens riches se donnent bonne conscience en levant des millions pour les enfants atteints de leucémie. Cyril était venu parce qu'on l'avait supplié, parce qu'il ne savait jamais dire non à une cause qui touchait les gosses, parce qu'il se souvenait encore de ses neveux hospitalisés quand il était ado. Il portait un costume noir trop serré, une chemise ouverte sur 2 boutons, et cette tête des mauvais jours où il avait envie de tout envoyer balader. Il avait passé la soirée à serrer des mains, à poser pour des selfies, à signer des autographes sur des serviettes en papier. Et puis, vers minuit, fatigué de jouer le rôle de la star généreuse, il s'était réfugié près du bar, seul avec un verre de champagne tiède. C'est là qu'Elias l'avait trouvé. Pas de présentation officielle, pas de « Vous êtes Cyril Hanouna, je suis fan ». Juste un homme grand, brun, les yeux très clairs, en chemise bleu nuit, qui lui avait tendu une coupelle de petit four en disant simplement « Vous avez l'air d'avoir besoin de sucre. Les urgences, ça m'a appris ça. Quand quelqu'un fait cette tête-là, c'est soit hypoglycémie, soit ras-le-bol existentiel. » Cyril avait éclaté de rire. Un vrai rire, pas celui qu'il sortait en plateau. Et pour la première fois depuis des années, il avait parlé à quelqu'un sans calculer l'image qu'il renvoyait. Ils avaient se discuté pendant 2 heures, oubliant la foule autour d'eux. Elias lui avait raconté ses gardes de 36 heures à l'hôpital, les enfants qu'il sauvait et ceux qu'il ne pouvait pas sauver, les nuits où il rentrait chez lui en pleurant dans sa voiture. Cyril lui avait parlé de ses peurs à lui. La peur de vieillir seul, la peur de ne plus être aimé quand les caméras s'éteindraient, la peur de ne jamais réussir à refaire confiance après Sandra. Il avait tout dit, là comme ça, à un inconnu. Et Elias n'avait pas bronché. Il avait juste écouté, vraiment écouté, sans juger, sans chercher à consoler avec des phrases toutes faites. À la fin de la soirée, quand les lumières ont commencé à baisser, Elias avait glissé un bout de papier dans la poche de Cyril avec son numéro, et ces mots « Si tu veux parler encore, sans caméra, sans public, appelle-moi, pas pour la gloire, juste parce que j'ai l'impression que tu en as besoin. » Cyril n'avait pas appelé le lendemain, ni le surlendemain. Il avait gardé le papier dans son portefeuille pendant 3 semaines. Le sortait la nuit, le relisait, le rangeait, et puis un soir de mai, après une émission particulièrement violente, où il s'était fait insulter en direct, il avait composé le numéro. Elias avait décroché à la 2e sonnerie. Ils avaient déparlé jusqu'à 6 heures du matin. Leur premier vrai rendez-vous n'avait rien de romantique au sens classique. Elias était de garde. Cyril avait terminé son émission à 20h30. Ils s'étaient retrouvés dans un café désert près de l'hôpital Bichat, Cyril en jogging et casquette, Elias encore en blouse tachée de sang. Ils avaient bu des chocolats chauds infects et mangé des croissants rassis. Et pourtant, c'était le plus beau rendez-vous de la vie de Cyril, parce que pour la première fois, il n'avait pas besoin de jouer un rôle. Il pouvait être fatigué, moche, en colère, vulnérable. Et Elias le regardait comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Les semaines suivantes avaient été une succession de moments volés. Des cafés à 4 heures du matin après les gardes d'Elias, des dîners dans des restaurants arméniens minuscules où personne ne reconnaissait Cyril, des promenades nocturnes sur les quais de Seine
quand Paris dormait enfin. Cyril, il s'était embrassé pour la première fois dans la voiture d'Elias, garée sous un pont de l'autoroute A1, parce qu'il n'avait trouvé aucun autre endroit sûr. Cyril avait 39 ans, Elias 31, et ils étaient terrifiés, tous les deux, mais heureux comme des adolescents. L'amour s'était installé doucement, presque en douce. Elias avait 2 enfants d'un précédent mariage, 2 petits garçons de 5 et 7 ans qui vivaient avec leur mère, mais passaient les week-ends avec leur père. Très vite, Cyril avait voulu les rencontrer. Il avait peur, terriblement peur, qu'il le rejette, qu'il voie en lui l'animateur bruyant et vulgaire de la télé. Mais les enfants l'avaient adopté immédiatement. Ils l'appelaient Tonton Baba, parce qu'il n'arrivait pas à dire Hanouna, et il riait à gorge déployée quand il faisait des grimaces pour la première fois depuis la mort de Sandra. Cyril avait ressenti ce sentiment étrange et immense, celui de faire partie d'une famille. Il emmenait les garçons au parc, leur apprenait à faire des blagues, leur lisait des histoires avec des voix ridicules. Et Elias regardait tout ça avec des yeux pleins de larmes contenues. Un soir, après avoir bordé les enfants, il avait pris Cyril dans ses bras et lui avait murmuré « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi pour de bon, et ça me fait une peur bleue. » En 2016, ils avaient franchi le pas décisif. Cyril avait acheté une maison en Normandie, une vieille longère cachée au fond d'un chemin de terre, sans adresse connue, sans voisins, à moins de 2 kilomètres. C'était leur refuge. Ils y passaient tous les week-ends possibles, parfois toute une semaine, quand Cyril arrivait à se libérer. Ils rénovaient la maison ensemble, ponçaient les parquets, peignaient les murs en blanc, plantaient des rosiers. Elias avait aménagé un potager, Cyril avait installé un baby-foot dans la grange. Les enfants s'y couraient de partout. Le chien qu'ils avaient adopté aboyait après les poules. Et le soir, quand tout le monde dormait, ils restaient assis sur le banc devant la cheminée, enlacés, à regarder les flammes. C'est que là, un soir de novembre 2017, qu'Elias avait posé la question fatidique. Pas à genoux, pas avec une bague cachée dans une coupe de champagne. Juste assis sur le canapé usé, les pieds nus sur le tapis, il avait pris la main de Cyril et avait dit « Je veux passer le reste de ma vie avec toi, pas en cachette, pas à moitié. Veux-tu m'épouser ?» Ou quoi si, oui, tiens. Cyril n'avait pas répondu tout de suite. Il avait pleuré, longtemps. Et puis il avait dit oui. Un oui immense, libérateur, terrifiant. Le mariage avait été organisé en 4 mois, dans le plus grand secret. Ils avaient choisi l'île de Ré parce que c'était l'endroit préféré d'Elias depuis l'enfance. Ils avaient loué une maison tout entière pour 1 semaine sous un faux nom. Seuls 4 témoins, la sœur d'Elias, le meilleur ami de Cyril depuis l'enfance, et les 2 ex-conjoints respectifs, parce qu'ils s'entendaient tous bien, et qu'ils voulaient que les enfants comprennent que l'amour pouvait prendre 1000 formes. La cérémonie avait eu lieu le 15 juin 2018, à 7 heures du matin, sur la plage de la Conche des Baleines, alors que le soleil se levait à peine. Le maire, un ami d'amis, avait accepté de venir à l'aube. Il n'y avait pas de décoration, pas de fleurs, juste le sable, la mer et le ciel rose. Cyril portait un costume en lin beige, acheté la veille à La Rochelle, Elias une chemise blanche et un pantalon roulé sur les chevilles. Les enfants étaient là, pieds nus, avec des couronnes de coquelicots. Quand le maire avait demandé si quelqu'un s'opposait à cette union, un goéland avait crié au loin
et tout le monde avait ri. Ils avaient échangé des alliances toutes simples en or rose, gravées à l'intérieur avec la date et les initiales entrelaces. Et quand ils s'étaient embrassés, pour la première fois en tant que mari, les enfants avaient applaudi et couru dans l'eau en criant « Papa s'est marié! Papa s'est marié !» Ils avaient pris le petit déjeuner tous ensemble sur la plage, avec du pain au chocolat et du jus d'orange, et personne n'avait parlé de travail, de télé, de gloire ou de peur, juste d'amour. Le secret n'avait jamais été une décision légère. Dès le premier baiser, ils avaient su qu'ils n'auraient pas le choix. Cyril était à l'apogée de sa carrière. Touche pas à mon poste cartonné. Il était l'animateur le mieux payé de France, celui que tout le monde invitait, que tout le monde craignait ou adorait. Son personnage public reposait sur une forme de virilité méditerranéenne, décomplexée, des blagues parfois limites, une image de séducteur un peu beauf que le public populaire adorait. Sortir du placard à ce moment-là aurait été un suicide professionnel. Il le savait. Pas parce que la France était homophobe en bloc, non, mais parce qu'une partie de son audience, celle des banlieues, des campagnes, des foyers modestes, n'était pas prête. Il avait vu ce qui était arrivé à d'autres. Des carrières brisées, des émissions supprimées, des menaces de mort. Et puis il y avait les enfants d'Elias. Ils étaient de petits, ils allaient à l'école publique. Ils avaient déjà 2 papas séparés. Rajoutez la célébrité, les paparazzis, les insultes dans la cour de récréation, impensable. Elias avait été catégorique. Si on s'affiche, on le fait quand les enfants seront en âge de comprendre et de se protéger. Pas avant. Il y avait aussi la promesse qu'ils s'étaient faite à eux-mêmes. Leur amour ne serait pas un outil marketing. Ils avaient vu trop de couples people se marier en direct à la télé, divorcer 6 mois après, transformer leur histoire en réalité show. Ils refusaient de ça. Ils voulaient que leur relation reste pure, protégée de la machine à broyer médiatique. Alors ils avaient mis en place un système quasi militaire, des téléphones secondaires, des voitures différentes pour rentrer chez eux, des appartements séparés en apparence, des vacances dans des pays où personne ne reconnaissait Cyril. Ils avaient même inventé un code. Quand Cyril disait « j'ai une réunion tardive », tout le monde comprenait qu'il rentrait dormir chez Elias. Ses amis proches étaient dans la confidence, bien sûr, mais ils étaient peu nombreux et triés sur le volet. Même sa mère, qui adorait Elias, avait juré le silence absolu. Et pendant 7 ans, ça avait tenu, parfaitement. Personne n'avait rien soupçonné. Il y avait des moments difficiles, bien sûr. Les soirées où Cyril devait jouer le célibataire en boîte de nuit pour les caméras, les émissions où il laissait entendre qu'il cherchait encore la femme de sa vie, les articles qui le désarsignaient avec des starlettes. Chaque fois, il rentrait chez lui et s'effondrait dans les bras d'Elias en pleurant. « Je me déteste », disait-il. Et Elias le serrait fort et répondait « Tu nous protèges, c'est un sacrifice, mais c'est le nôtre. » Il y avait aussi les disputes. Quand Cyril annulait un week-end en famille pour une tournée promo, quand Elias devait mentir à ses collègues sur l'identité de l'ami qui l'attendait à la sortie de l'hôpital. Mais ils avaient une règle d'or. Jamais de mensonge entre eux. Jamais. Ils pouvaient mentir au monde entier, mais pas l'un à l'autre. Et ça les sauvait. Le plus dur, c'était les enfants. À mesure qu'ils grandissaient, ils posaient des questions. Pourquoi papa Cyril ne dormait jamais à la maison quand il y avait des photographes?
Pourquoi il ne pouvait pas venir sur le plateau de TPMP? Pourquoi il devait dire que Cyril était juste un ami très proche? Elias et Cyril avaient eu de longues discussions avec un psychologue spécialisé pour savoir comment accompagner les garçons. Il leur avait expliqué, avec des mots simples, que certains amours devaient rester secrets un temps, comme des trésors qu'on cache pour les protéger des voleurs. Les enfants avaient compris, mieux que beaucoup d'adultes, et ils gardaient le secret, fièrement, comme une mission sacrée. Le 18 novembre 2025, quand Cyril avait publié la photo sur Instagram, celle du mariage sur la plage en 2018, avec la légende « Voici mon mari, mon amour, ma vie depuis 11 ans. Je vous présente Elias ». Internet avait littéralement explosé. En 10 minutes, le post avait atteint 10 millions de vues. Les commentaires arrivaient par milliers à la seconde. Les premiers étaient violents. « Traître, pédé, je ne regarderai plus jamais TPMP. Tu nous as menti pendant des années. » Certains parlaient même de boycott, de pétition. Sur X, le hashtag #Hanouna Trahison était monté en top tendance France en moins d'heures. Les chaînes d'infos en continu avaient interrompu leur programme pour diffuser la photo en boucle. Les experts autoproclamés défilaient déjà pour expliquer que c'était la fin de carrière assurée. Et puis, lentement, quelque chose avait bougé. D'abord une jeune fille de 16 ans qui avait écrit « Merci Cyril. Grâce à toi, je viens de dire à ma mère que j'aime les filles. Elle m'a prise dans ses bras. » Puis un père de famille. « J'ai toujours voté à droite. J'étais pas à l'aise avec l'homosexualité. Mais voir un mec comme toi, un vrai mec, assumer son mari, ça me fait réfléchir. » Et puis c'était parti en avalanche. Des milliers de messages d'amour, de soutien, de remerciements. Des ados qui disaient qu'ils ne se sentaient plus seuls. Des parents qui remerciaient Cyril d'avoir montré à leurs enfants qu'on pouvait être viril et aimer un homme. Des homosexuels de 50 ans qui pleuraient en écrivant qu'ils avaient attendu toute leur vie un modèle comme lui. En 24 heures. Merci Cyril avait dépassé Hanouna Trahison 10 fois. Sur le plateau de TPMP, le lendemain, l'ambiance était électrique. Cyril était arrivé sans maquillage, les yeux rougis, mais le sourire immense. Le public, d'habitude bruyant et agité, était debout, applaudissait comme. Tout rompre avant même qu'il ouvre la bouche. Il avait pleuré direct. Et puis il avait parlé pendant 20 minutes, sans notes, juste avec le cœur. Il avait demandé pardon à ceux qui l'avaient pu choquer, expliqué que le mensonge n'avait jamais été contre eux, mais pour protéger sa famille. Et quand il avait présenté Elias, qui était venu s'asseoir à côté de lui, en jean et pull gris, timide mais digne, le public avait hurlé « On vous aime » pendant de longues minutes. Les chroniqueurs, même les plus machos, avaient les larmes aux yeux. Babal avait pris Elias dans ses bras et avait dit en direct « Bienvenue dans la famille, beau-frère ». Les jours suivants avaient été un tourbillon. Les audiences de TPMP avaient explosé, battant tous les records historiques. Les marques qui sponsorisaient l'émission avaient renouvelé leur contrat avec des bonus. Des politiques de tous bords avaient salué le courage de Cyril. Même le président de la République avait tweeté un message de soutien. Les menaces de mort avaient existé, bien sûr, mais elles avaient été noyées sous l'océan d'amour. Des associations LGBT avaient proposé à Cyril de devenir parrain.
Il avait accepté à condition de ne jamais en faire un fonce de commerce. Et partout dans les rues, les gens l'arrêtaient pour lui dire merci, pour lui serrer la main, pour lui dire que grâce à lui, ils avaient su pu parler à leurs enfants, à leurs parents, à leurs amis,